Pourquoi l'Occident défend Israël et diabolise l'Iran? Deux poids, deux mesures choquants. Une onde de choc a traversé le monde, tandis qu'Israël a rasé Gaza sans pitié et en toute impunité. L'Occident ose aujourd'hui pointer du doigt l'Iran pour avoir simplement riposté à une attaque sur son propre territoire. Cette hypocrisie flagrante révèle une vérité dérangeante. Les droits de l'homme ne s'appliquent qu'à sens unique. Dans cette analyse exclusive, nous dévoilons la logique perverse des puissances occidentales, les risques d'un engrenage guerrier et la nécessité urgente de faire triompher la paix. Voici pourquoi le monde ne sera plus jamais le même après ce revirement historique. La scène internationale vient de basculer dans une ère d'incertitude sans précédent. Ce que beaucoup percevaient comme un simple affrontement ponctuel entre Israël et l'Iran a pris des proportions tectoniques. Et pour cause, l'Iran a osé faire ce que peu de nations osent, répondre à l'agression militaire israélienne, non pas par des mots, mais par une action directe. Une riposte que l'Occident, soudainement alarmé, s'est empressé de qualifier de escalade dangereuse. Mais où était cette même indignation lorsque des milliers de civils palestiniens ont été massacrés à Gaza sous les bombes israéliennes? Où étaient les appels à la retenue, les rappels au droit international, les condamnations fermes? Le silence complice de Washington, de Bruxelles et de Londres a exposé au grand jour une vérité que beaucoup refusaient encore de voir. La diplomatie occidentale est sélective, partiale et profondément ancrée dans une logique de domination. L'opération militaire israélienne à Gaza s'est déroulée comme un coup de poignard dans du beurre. Il n'y a eu ni opposition significative, ni résistance militaire organisée, car les populations civiles, prises en étau entre le Hamas et les F-16 israéliens, ont été livrées à elles-mêmes. Gaza a été transformée en un cimetière à ciel ouvert, et le monde a regardé, presque indifférent. Cette indifférence s'est répétée au Liban, où les frappes israéliennes, prétendument ciblées contre le Hezbollah, ont fait des ravages parmi les civils. Et pourtant, encore une fois, aucun dirigeant occidental n'a parlé de crimes de guerre, encore moins de sanctions. Pourquoi? Parce que les victimes sont arabes. Parce que les victimes sont musulmanes. Parce que l'agresseur est Israël, cet allié inébranlable des grandes puissances atlantiques. Mais lorsque l'Iran, après avoir vu son territoire violé par une attaque israélienne visant des infrastructures critiques à Téhéran même, une attaque qui a causé la mort de scientifiques et de membres des forces armées iraniennes dans leur propre résidence, a décidé de riposter, la communauté internationale s'est mise à hurler à la menace nucléaire, à la dérive totalitaire, à l'aventurisme militaire. C'est là que se joue la mécanique vicieuse des deux poids, deux mesures. Ce qui est tolérable, voire applaudi, lorsqu'il est commis par Israël, devient un casus belli lorsqu'il est reproduit par un pays comme l'Iran. Ce qui est encore plus cynique, c'est que ces attaques israéliennes ne provenaient même pas toujours de bases extérieures. Certaines ont été menées avec la complicité d'éléments internes à l'Iran, soudoyés, trahissant leur nation pour de l'argent. Une stratégie vieille comme le monde, mais toujours efficace. Les observateurs lucides et honnêtes savent que le chef d'état-major iranien a été tué non pas sur le champ de bataille, mais dans sa propre maison, avec sa famille. La presse occidentale s'est bien gardée de montrer les images, ou de parler des enfants, de l'épouse, des voisins aussi tués dans l'opération. Ce sont pourtant des civils. Est-ce cela, les frappes chirurgicales, tant vantées? Est-ce cela, le droit de la guerre, ce fameux jus in bello dont on nous rabâche les oreilles
à chaque sommet sur la sécurité? Non, c'est du terrorisme d'État. Mais tant que le terroriste est un allié stratégique, l'étiquette change. Ce n'est plus un crime, c'est une mesure préventive. Et c'est là que réside la plus grande menace pour la paix mondiale. L'impunité systémique. La surprise iranienne est donc d'autant plus déstabilisante pour l'Occident qu'elle n'était pas censée exister. On pensait que Téhéran, affaibli, isolé, hésiterait à réagir. On sous-estimait son courage, sa résilience, sa détermination à défendre sa souveraineté. La riposte iranienne a pris tout le monde de court, même Donald Trump, qui a dû corriger en urgence les déclarations trop enthousiastes de son propre secrétaire d'État. Car une chose est de jouer avec le feu, une autre est de devoir affronter les flammes. Et là encore, l'Occident montre ses limites. Il sait commencer les guerres, mais jamais les terminer. On l'a vu en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Sahel, en Syrie. Partout où l'Occident a prétendu semer la démocratie, il a en réalité semé le chaos, la mort et la misère. Ces guerres interminables, justifiées par des prétextes toujours plus douteux, n'ont jamais apporté la paix. Elles ont détruit des nations entières, désintégré des sociétés, alimenté le terrorisme et surtout tué des millions d'êtres humains. Et c'est cette même logique de guerre permanente qui est aujourd'hui à l'œuvre contre l'Iran. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Le vent tourne. Le Sud global ne veut plus rester spectateur. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine observent, analysent et comprennent que le sort réservé à l'Iran pourrait demain leur être infligé. Ce n'est pas seulement une guerre entre deux pays, c'est un bras de fer idéologique entre deux visions du monde. Celle d'un ordre unipolaire où les États-Unis et leurs alliés décident seuls de ce qui est juste ou non, et celle d'un monde multipolaire où chaque nation a le droit à la sécurité, à la dignité et à la défense de ses intérêts. L'Iran, en ripostant, a envoyé un message clair. Nous ne serons pas vos victimes passives. Et c'est ce message qui dérange. Car il menace la logique de soumission que les grandes puissances tentent d'imposer au reste du monde depuis des décennies. Ce n'est donc pas tant l'attaque iranienne que l'idée de résistance qu'elle incarne qui affole les chancelleries occidentales. Ce qu'il faut, aujourd'hui, ce n'est pas davantage de missiles, de sanctions ou de discours belliqueux. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique réelle de construire la paix. Car l'histoire nous l'a montré à maintes reprises. La guerre ne règle rien. Elle déchire des familles, détruit des infrastructures, ruine des économies et laisse derrière elle des générations traumatisées. La paix, au contraire, exige du courage, de la diplomatie et une capacité à reconnaître l'autre dans sa pleine humanité. C'est plus difficile que de larguer des bombes, mais infiniment plus utile. Alors, que faire? D'abord, reconnaître l'hypocrisie actuelle pour ce qu'elle est. Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de sécurité sans égalité de traitement. Israël a le droit de se défendre, certes, mais pas au prix de milliers de vies civiles. L'Iran a le droit de répondre, oui, surtout quand son territoire est violé et ses citoyens assassinés. Et la communauté internationale a le devoir de traiter ces deux pays selon les mêmes standards, pas selon la géopolitique des intérêts. Ensuite, il faut sortir de la logique de l'axe du bien contre l'axe du mal. Cette rhétorique manichéenne n'a jamais permis d'éviter les conflits. Elle les a nourris. Le monde n'est pas noir ou blanc. Il est complexe. Et c'est dans cette complexité qu'il faut chercher des solutions durables. La diabolisation de l'Iran, comme autrefois celle de l'Irak ou de la Libye, est une impasse. On ne négocie pas avec un démon, mais avec une nation souveraine, oui. Enfin, il faut écouter les peuples. Les peuples iraniens, palestiniens, israéliens, libanais, syriens, tous aspirent à la même chose, la sécurité,
le pain, la dignité, la liberté. Aucun d'eux ne veut la guerre. Ceux qui la veulent sont les stratèges à cravate, les marchands d'armes, les idéologues fanatiques. Il est temps de remettre la paix entre les mains de ceux qui la vivent au quotidien, pas de ceux qui en font un jeu géopolitique. Le monde vient de franchir un seuil. L'attaque israélienne sur l'Iran, suivie d'une riposte inattendue, a mis à nu les contradictions de l'Occident et ouvert une nouvelle ère d'affrontement global. Mais dans cette incertitude, une vérité demeure. Seule la paix, fondée sur la justice et le respect mutuel, peut garantir un avenir digne à l'humanité, à condition que nous ayons le courage de rompre avec les vieux schémas et d'embrasser la complexité du monde. Le moment est venu de choisir guerre éternelle ou paix courageuse. Avec ce tournant géopolitique majeur, une question s'impose désormais à toute l'humanité. Jusqu'à quand allons-nous tolérer l'injustice sous prétexte d'intérêts stratégiques? Jusqu'à quand allons-nous accepter que certains pays soient au-dessus du droit international tandis que d'autres sont systématiquement écrasés sous des sanctions, des bombardements et des campagnes de diabolisation? Ce déséquilibre n'est plus tenable. Il nourrit la haine, alimente le ressentiment et multiplie les foyers de conflit. Car lorsqu'un peuple voit que les lois ne le protègent plus, qu'il est traité comme une sous-humanité, il finit par perdre foi en la paix et en la diplomatie. C'est ainsi que naissent les guerres. L'attaque israélienne contre le territoire iranien, en profondeur, au cœur même de Téhéran, n'était pas un acte défensif. C'était une provocation délibérée, une tentative d'humiliation stratégique, peut-être même une opération de sabotage calculée pour pousser l'Iran à réagir, afin de justifier par la suite une intervention militaire plus large. Mais cette fois, le piège n'a pas fonctionné comme prévu. L'Iran n'a pas agi dans la panique. Il a riposté avec précision, méthode et surtout avec une retenue surprenante, évitant délibérément les cibles civiles israéliennes pour ne pas se mettre au même niveau d'inhumanité que son agresseur. Et c'est ce qui rend la réaction occidentale encore plus grotesque. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, ces champions autoproclamés des droits de l'homme se sont précipités pour dénoncer l'agression iranienne. Ils n'ont pas eu un mot pour les morts iraniens civils, pour les scientifiques désarmés tués en pleine nuit, ni pour les familles décimées. Le message est limpide. Certaines vies valent plus que d'autres. Et cette hiérarchisation de la douleur humaine est peut-être la plus grande tragédie morale de notre époque. Le discours occidental sur la paix est une coquille vide. Il ne s'agit pas de paix, mais de soumission. Lorsque vous entendez des diplomates occidentaux parler de stabilité régionale, traduisez par contrôle absolu de tous les acteurs selon les règles de l'axe américano-israélien. La stabilité qu'ils prônent, c'est celle des cimetières, où plus personne n'ose bouger, protester ou revendiquer ses droits. C'est cette même logique qui a permis le génocide en Irak, la destruction de la Libye, le chaos en Syrie et les coups d'État économiques en Afrique. Chaque fois, les prétextes sont nobles: protection des civils, lutte contre le terrorisme, défense de la démocratie. Mais les résultats sont toujours les mêmes: des États ruinés, des millions de morts, des sociétés décomposées. Et pourtant, malgré ce bilan accablant, ces puissances se permettent encore de faire la morale. Elles s'émeuvent quand l'Iran frappe une installation militaire, mais se taisent quand Israël réduit des immeubles entiers de Gaza en poussière, avec femmes et enfants à l'intérieur. Elles s'offusquent de la montée des tensions au Moyen-Orient, mais ferment les yeux sur le blocus de Gaza, l'occupation illégale des territoires palestiniens, les exécutions extrajudiciaires. Ce deux poids, deux mesures est non seulement hypocrite, mais criminel. Il alimente la guerre
en prétendant la prévenir. Mais le monde change. Et cette fois, ce changement ne vient pas de Washington ou de Tel Aviv. Il vient de Téhéran, de Moscou, de Pékin, de Pretoria, de Brasilia, de Ouagadougou, de Kinshasa. Il vient de ces nations longtemps méprisées, réduites au silence, exploitées. Elles se lèvent et réclament une place à la table, non pas pour remplacer l'ordre ancien par un nouvel impérialisme, mais pour instaurer un équilibre nouveau, fondé sur la souveraineté, le respect mutuel et la paix. Cette révolution silencieuse est en marche, et c'est précisément ce que redoute l'Occident. L'Iran, dans cette équation, joue un rôle symbolique mais central. Ce n'est pas seulement un pays qui se défend contre des frappes israéliennes. C'est une voix qui dit non à l'ordre mondial injuste. Une voix qui refuse de baisser la tête. Et cette attitude, qu'on la partage ou non, force le respect. Elle oblige à repenser les rapports de force, à reconsidérer la notion même de légitimité internationale. Car qu'est-ce que la légitimité dans un monde où le droit est instrumentalisé? Qui décide de ce qui est légitime ou non? Le Conseil de sécurité? Quand on sait que ce même Conseil a été paralysé face à l'invasion de Gaza, incapable d'imposer un cessez-le-feu parce que les États-Unis ont opposé leur veto. Est-ce cela, la démocratie mondiale? Une dictature du veto qui protège les intérêts d'un seul contre l'intérêt de tous? Il est temps de sortir de cette impasse. L'alternative à la guerre n'est pas la faiblesse, mais la négociation. Pas la résignation, mais la médiation. Il faut parler, dialoguer, construire des ponts. Il faut reconnaître les torts, faire preuve d'humilité et surtout écouter ceux qu'on a trop longtemps ignorés. La paix ne viendra pas d'un missile de plus, mais d'un compromis accepté par tous. Un compromis qui reconnaît le droit à l'existence de chaque peuple, à la sécurité de chaque État, à la dignité de chaque être humain. Et surtout, il faut cesser de croire que certains ont le monopole de la vérité et de la morale. L'Occident n'a pas le droit de dicter au monde ce qu'il doit penser, croire ou faire. Il ne peut pas continuer à justifier ses guerres en invoquant des valeurs qu'il ne respecte pas lui-même. Ce double discours est non seulement inefficace, il est dangereux. Il détruit toute crédibilité, toute confiance, toute légitimité. Et sans légitimité, il n'y a pas de leadership durable. Dans ce contexte, la société civile mondiale a un rôle fondamental à jouer. Les peuples, partout sur la planète, doivent se lever pour dire non à la guerre, non à l'injustice, non à l'hypocrisie. Ils doivent exiger de leurs dirigeants une politique étrangère éthique, cohérente, respectueuse du droit et de la vie humaine. C'est seulement par la pression populaire que les choses peuvent changer. Et c'est seulement par la solidarité entre les peuples que la paix peut devenir une réalité. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons refuser la logique de la confrontation et choisir celle de la coopération. Le monde n'a plus besoin de superpuissance militaire, mais de superpuissance morale. Il n'a plus besoin de missiles, mais de médiateurs. Plus besoin de guerre pour sécuriser des ressources, mais de traités pour les partager équitablement. La guerre, disons-le clairement, est un échec de l'humanité. Elle ne résout rien. Elle tue, elle détruit, elle déshumanise. Le choix est entre nos mains. Allons-nous continuer à applaudir les bombes, à célébrer la mort de l'ennemi, à fermer les yeux sur les massacres tant qu'ils ne se produisent pas chez nous? Ou allons-nous enfin élever la voix pour défendre chaque vie humaine, qu'elle soit iranienne, israélienne, palestinienne ou autre? L'histoire nous jugera, et elle sera sévère avec ceux qui ont préféré la barbarie à la justice. Ainsi se conclut cette analyse, mais pas la conversation. Car si la guerre continue, notre devoir de vérité, lui, ne s'arrête pas. Restez éveillés, restez informés,
Et surtout, ne laissez personne vous dicter ce qu'il faut penser. La paix ne se donne pas, elle se construit.